Salut à tous et bienvenue sur Côté Canap. Vous vous êtes déjà demandé ce que faisait réellement une sexologue ? Quand et pourquoi consulter ? Aujourd'hui, on éclaire ces zones d'ombre avec une experte, Paul Kivy. Elle nous explique avec clarté et bienveillance son parcours, les raisons profondes qui l'animent, le type de clientèle qu'elle accompagne et les signaux qui peuvent nous indiquer qu'une consultation serait bénéfique. Un épisode essentiel pour démystifier la sexologie. Bonjour Paul et bienvenue sur Côté Canap. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu qui tu es et qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Alors, en fait, je suis sexologue clinicienne, je suis thérapeute de couple et j'ai ouvert à tout ce qui est thérapie, différentes thérapies systémiques, donc ça on a inclus un peu la famille et voilà. Orienté solution, on est plus dans l'action. L'acte-thérapie, c'est plus une thérapie d'engagement et d'acceptation, donc c'est voir un petit peu où on en est et un peu aussi où on va. Enfin voilà, je prends aussi tout ce qui est aspect plutôt sexologie, que ce soit dans les couples individuels ou des choses en particulier, tout ce qui est, enfin malheureusement, inceste, abus et viol. Qu'est-ce qui définit ton métier en fait ? Qu'est-ce qu'un sexologue ? Pourquoi on vient te consulter ? Alors, généralement, c'est des problèmes proprement dit au niveau de la sexualité, donc ça peut être des problèmes de désir, des problèmes d'anorgasmie, des problèmes de dysfonction érectile, mais ça va aussi dans tout ce qui est confiance en soi, puisque la confiance en soi permet quand même d'avoir une sexualité, enfin être bien dans son corps, des problèmes communicationnels, que ce soit en couple ou bien enfin individuel par rapport à son compagnon. Voilà, c'est vraiment là, enfin tout ce qui est vaginisme aussi au niveau des femmes. La majorité, je vais dire en soi, c'est souvent oui des dysfonctions érectiles ou bien des éjaculations prématurées. Donc voilà, le monsieur a une éjaculation mais trop vite. Pas mal de problèmes quand même de vaginisme. Aussi au niveau des femmes et de désir, d'orgasme. Et au niveau de ta clientèle, tu as autant de couples que de personnes seules C'est par période en fait. Il y a des périodes où j'ai plus de thérapie de couple. On va dire ici le printemps. Il y a plus de thérapie de couple. Voilà, vaginisme et dysfonction érectile, c'est un petit peu en ligne de fond tout le temps. Et tout ce qui est violatoire, ça c'est plutôt octobre, novembre, décembre. Ah, et donc tu constates vraiment qu'il y a des cycles où tu as plus tel type de consultation ou tel type de consultation. Ouais, j'ai vraiment, enfin ici ça va faire, bon moi je suis diplômée depuis 2021. Je me suis installée en juillet 2021. Et donc maintenant, je peux quand même faire le bilan tout doucement de mes on va dire 4 années. Ouais, j'ai plus des périodes comme ça où c'est plus calme. Plus de vagues. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui t'a poussé à t'orienter ? Tu dis depuis 2021, j'imagine que tu avais un autre emploi avant. Alors, mon parcours à la base, j'ai fait bioesthétique, donc je suis esthéticienne. Et puis après, j'ai refait mes études d'infirmière. Donc j'ai pratiqué un petit peu et puis je suis partie dans l'enseignement pendant 21 ans. Mais la sexualité m'a toujours intéressée. Voilà. Et l'aspect psychologique et de couple, ça a toujours été quelque chose qui m'intéressait. Et puis dans mon parcours, voilà, les choses de la vie ont fait que j'ai un fils. C'était pas le moment au niveau de j'ai refait mes études à l'ULB. Il y avait pas à ce moment-là, c'était pas le samedi, il y avait uniquement à l'UCL où on pouvait faire ça et c'était en journée, donc avec un temps plein, c'était pas possible. Les choses se sont alignées, donc ils ont ouvert un master mais de 3 ans, 2 ans le samedi à l'ULB. Et le fiston rentrait à l'université, donc lui, il est parti à l'UNIF. Et moi, je me suis dit, allez, je me lance. Et puis voilà, j'ai refait mes études parce que j'ai adoré l'enseignement, mais j'avais envie d'autres choses et j'avais envie de terminer ma carrière professionnelle de façon différente. Donc voilà. Retour du coup en cours pour et donc je suis repartie nouvelle casquette. Tous les samedis à l'ULB et voilà, et parallèlement à ça je me suis formée en hypnose aussi. On a justement eu un hypnotiseur de spectacle en interview récemment. D'accord.
Est-ce que tu sais m'expliquer quelle est la différence entre un sexologue et un psychologue? Pourquoi plutôt aller voir un sexologue plutôt qu'un psychologue? Voilà, le psychologue a la psy proprement dit. Alors, il y a des psychologues où fatalement, ils ont aussi les gens confient leur vie intime. La distinction, il y en a qui sont à l'aise avec ça, il y en a d'autres qui ne sont pas à l'aise. Et nous, on est vraiment on va aller dans l'intimité, on va voir concrètement ce qui se passe. L'idée, c'est d'améliorer quand même, d'avoir une vie relationnelle et sexuelle épanouie par rapport à l'idée de la personne. Voilà, chacun a sa façon de voir une relation épanouie. C'est quoi une relation épanouie? On pourrait rien que faire un podcast là-dessus. Mais dans ta clientèle, quand est-ce que il est bon de consulter, par exemple, en couple? Ouais. Est-ce que c'est quand tout va bien? Oui. Ou est-ce que c'est plutôt quand tout va mal, que là, c'est le moment de tirer la sonnette? Il y a beaucoup de gens qui ont ce frein à se dire, je vais franchir la porte d'un sexologue. Ouais. Donc, dans quel cas tu moi, je leur conseillerais souvent ce qui arrive concrètement ici, c'est je joue le pompier, donc ils arrivent quand la maison brûle. Ouais. En tout cas avec les couples. Idéalement, ce serait j'ai eu un jeune couple comme ça qui était chouette, et ça faisait 3 mois qu'ils étaient ensemble et qu'ils sont venus et ils sont venus juste pour une séance pour voir au niveau des valeurs du couple et tout ça, et vraiment pour avoir des bonnes bases. Donc l'idéal quand même, c'est de venir ne pas attendre qu'on soit trop loin. Parce que quand on est trop loin, il y a parfois souvent trop de reproches, il y a trop de rancœur, et donc c'est parfois compliqué. Je ne dis pas que c'est pas possible, mais c'est compliqué de repartir sur des bonnes bases. Donc, ne pas attendre de trop que les choses prennent... S'enveniment. Ouais, s'enveniment. Et le fait qu'on soit, je vais dire, à 3, ça évite d'avoir la conversation en ping-pong avec le compagnon ou la compagne, et qu'on n'avance pas en fait avec quelqu'un qui recadre, qui remet des limites, qui reclarifie les choses. Est-ce que les couples, quand ils viennent te voir, ont un peu cette tendance à penser que tu es là pour prendre parti dans un cas de conflit? Peut-être que dans leur idée c'est ça, mais moi je cadre dès le premier appel. J'aime bien que les gens m'appellent, parce que le fait déjà d'appeler, c'est déjà une démarche. On passe un peu le cap, c'est déjà une première. Je cadre très fort dans le sens où je leur explique un petit peu comment ça va aller. Donc généralement je les reçois une fois ensemble, puis je reçois monsieur ou madame ou madame ou monsieur et monsieur. Voilà, suivre le couple. Pour voir un petit peu, là aussi, je vois s'il y a un agenda caché, donc s'il y a un amant ou une maîtresse. Ça ne changera pas grand-chose, mais autant le savoir où on en est. Enfin, ça débloque la parole, le fait de les recevoir. Ouais, voilà. Et donc là, ils peuvent parfois dire certaines choses. Bon, on s'entend bien que tout ce qui se dit à deux reste dans la consultation de deux, et tout ce qui se dit seul, voilà. Et donc c'est jamais moi qui va amener ce qu'ils m'ont dit en individuel. Donc si eux l'amènent, oui. Et alors généralement la 4e, je les revois à 2, et puis seulement on commence le travail. Donc je suis claire dans le sens où ça va demander du temps, de l'argent, de l'investissement, et que je ne vais pas régler en 1 heure leurs problèmes de 20 ans. Donc je veux dire, en soi, leurs problèmes se sont installés souvent il y a déjà souvent quelques années où ça s'est installé, ou la non-communication, ou le non-investissement. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre les bases d'abord, et puis après on décide ensemble des objectifs, et puis je vois au fur et à mesure, soit monsieur, madame, ou inversement. Et comme ça, quand tu rencontres des couples qui ont des problèmes entre eux, en général, est-ce que c'est plus de l'ordre sexuel ou plus de l'ordre de la communication finalement? Il y a un peu des deux. Tout dépend en fait des valeurs du couple, et donc en règle générale, c'est on n'ose pas dire, on pense que en ne disant pas, en ne clarifiant pas les émotions qu'il y a derrière, ça va passer crème et ça va passer. Et souvent, ce qui se passe, c'est que il y a l'accumulation, entre guillemets, moi j'appelle ça des timbres, ou bien de sable dans une amphore. Et puis quand que le sable sort comme ça de l'amphore, on se demande d'où ça vient. Ouais, c'est au niveau communication et sexualité quand même, puisque c'est une manière d'avoir de l'intimité avec l'autre. Un couple, en fait, il a 3 piliers. Il a un pilier, tout ce qui est intimité, dont voilà, j'aime pas trop le terme relation sexuelle, mais l'intimité, donc c'est les petites attentions, les compliments et tout ça. Il y a l'amitié, et puis il y a les sentiments amoureux. Et donc l'idée, c'est de voir un petit peu, pour moi, c'est l'amitié qui va rester le pilier le dernier, ça va être ça.
je vais dire en soi. Et si on perd l'amitié dans un couple, c'est là où voilà, il faut se séparer, ou alors il faut quand même garder cette amitié pour dire de se séparer. C'est la branche la plus solide d'après toi, l'amitié dans... Oui, parce que c'est là où il y a, en tout cas ma vision, c'est là où on voit les valeurs communes, et généralement les couples dysfonctionnent quand les valeurs ne sont plus les mêmes. Donc par exemple, je sais pas moi, si la valeur commune était la fidélité du couple et qu'on a une infidélité, maintenant on pourrait faire un débat sur la fidélité, où ça commence. Un podcast complet sur le sujet. Mais là, ça dysfonctionne. Donc, tout dépend un petit peu moi, je commence toujours par les valeurs, checker leurs valeurs, un peu faire leur blason de couple, et voir un petit peu, enfin, c'est quoi leur blason, c'est quoi la devise du couple, parce que on n'en sort jamais de nos valeurs. Oui, pour moi, en tout cas, l'amitié est un des piliers super importants dans le couple. Quand les gens viennent te voir, alors, est-ce qu'ils espèrent quelque part ressortir avec des exercices ou des petits tips? Oui. Ça fonctionne comme ça Oui, généralement, moi, je leur donne certaines choses. J'ai appris de par mes formations et tout ça, de par mon expérience aussi. Hein. Et souvent, je leur demande, c'est un petit pas. Donc, souvent, on termine la séance comme ça, un petit pas. Qu'est-ce qui serait OK? Ça doit pas être, voilà, quelque chose d'énorme. Mais qu'est-ce qui serait OK pour la prochaine fois à mettre en place? Et là, je pars plus dans ma thérapie orientée solution. Donc, on fait des petits pas pour aller vers un objectif voilà, plus grand. Et c'est deux, enfin, pour inclure quelqu'un et pour que les choses avancent, c'est la personne qui doit donner ses propres objectifs et ses propres actions. Moi, je peux leur donner, oui, je vais conseiller, par exemple, dans le cas du vaginisme, je vais conseiller certaines choses, je vais les réorienter au niveau gynéco, au niveau kiné, au niveau pharmacie. Tu les éclaires un petit peu sur ce qui existe. Voilà, donc ça, voilà, donc on repart aussi, si on repart au vaginisme, on repart aussi dans tout ce qui est fantasmatique, érotique. Donc, je vais dire, en soi, oui, je vois l'éventail de ce que je peux leur donner, mais la petite action pour la prochaine séance, généralement, ça vient d'eux. Et donc, voilà, et parfois dans les couples, c'est chacun fait une petite action et puis l'action du couple. Et quand je les revois, généralement, je check pour voir ce qui s'est passé, si c'était OK, pas OK, si c'était de trop, si malgré tout on a quand même avancé un petit peu, ne fût-ce que, enfin voilà, en tout cas dans ce qu'ils veulent comme objectif final. Par rapport à ta clientèle comme ça, tu vois que les gens ont de plus en plus facile à franchir le cap de consulter un sexologue. Est-ce que le fait d'avoir un peu les réseaux sociaux qui libéralisent la parole aide à ce que les gens consultent, ou alors à l'inverse, les gens sont peut-être encore rigides sur ce sujet-là? Mais quand ils viennent ici, c'est qu'ils ont déjà fait une démarche, et souvent c'est parce que, surtout pour les couples, je suis entre guillemets le dernier recours, et quand je prends vraiment la métaphore du pompier, hein, où je suis là pour éteindre, pour l'incendie, et puis l'idée c'est après on appelle l'assureur pour voir, puis reconstruire la maison. C'est vraiment, ça se libère tout doucement. C'est encore compliqué de passer le cap. Le fait d'appeler déjà après, ils sont, voilà, j'essaye aussi, enfin j'ai fait attention à mon cadre, c'était important pour moi, j'y ai réfléchi à, voilà, de créer une zone intime, cocooning, un endroit qui sont bien, même pendant mes séances d'hypnose, il y a des gens par après quand ils ont besoin de retourner dans leur lieu de calme, mais ils s'imaginent sur le canapé ici bleu, enfin je vais dire en soi, c'est devenu leur endroit aussi. C'est mon lieu de consultation, mais c'est devenu leur endroit. Il y en a symboliquement, ils retirent leurs chaussures en bas parce que c'est leur endroit. D'accord. Un peu côté rassurant qu'ils ont. Ok, je suis dans voilà. Et quand les gens viennent te voir comme ça, par exemple en consultation de couple, est-ce que ces consultations peuvent durer des années? Oui, parce que je peux les accompagner pour dire d'améliorer encore les choses et améliorer leur couple. Bon, maintenant on espace, hein, je vais dire, quand c'est vraiment, on est dans la suite de l'incendie. Généralement, parfois, je les prends tous les 15 jours ou bien toutes les semaines. J'ai déjà eu parfois où j'ai eu monsieur, madame sur la même semaine. Et puis après, au fur et à mesure, voilà, que ce soit les couples ou d'autres, souvent ce que je fais quand ça va un petit peu mieux, je remets, pour les couples, je remets par exemple un rendez-vous à 6 mois. Et on check, voilà, on voit si on fait le rendez-vous ou pas. Ouais, donc on fait, quand ça commence à aller mieux, on met tous les mois, et puis après on met tous les mois et demi, et puis on met tous les 2 mois.
où il y en a d'autres où ça va bien, je vais dire, voilà, j'ai eu des bébés, j'ai eu des mariages, j'ai eu des nouvelles constructions, donc voilà, j'ai quand même eu quelques bébés sexentiels, donc c'est chouette. Donc voilà. Oui, dans ma prise en charge aussi, il y a tout l'aspect où avec les jeunes ou au niveau prise en charge PMA ou des choses comme ça aussi, ça fait partie aussi. Quelques couples comme ça que j'ai accompagnés. Puis pour finir, madame est tombée enceinte de façon naturelle et donc voilà. J'ai quelques bébés sexentiels, donc c'est bien. Ah, ça fait toujours plaisir. Pour en revenir à ta clientèle ici, est-ce que tu as tout âge? Eh bien oui, j'ai tout âge. Donc je peux avoir des couples assez jeunes, je vais dire dans la 18-20 ans. C'est pas la majorité de ma patientèle, et je peux avoir aussi, j'ai eu des couples qui ont passé 60 ans et qui viennent malgré tout parce que là aussi ils se rendent compte de choses qui ne vont plus et qu'ils n'ont pas envie d'arriver nécessairement à une séparation et ils essayent de... Donc, au niveau de la sexualité, en fait, il n'y a pas vraiment d'âge. Non, il y a pas d'âge. D'ailleurs, j'ai fait un symposium avec le réseau phare sur justement la sexualité les aînés. Donc, je vais dire en soi, à tout âge, on peut avoir une sexualité épanouie. Je dirais même qu'après 50 ans, on a la ménopause, mais bon, voilà, il y a moyen de trouver au niveau des symptômes, des moyens pour avoir une sexualité épanouie. À 50 ans, les femmes sont libérées, elles ne risquent plus d'être enceintes. Bon, les messieurs arrivent avec des dysfonctions rectiles, c'est pas de chance, mais voilà. Et je dirais même qu'il y a des couples ou des personnes qui sont plus épanouies sexuellement, qui osent plus, qui sont plus à l'aise avec leur corps, qui sentent moins cette pression au niveau du dictat du corps, où ça doit être impeccable et qui lâchent prise et qui... Donc, à chaque âge, il y a sa sexualité et ça peut être très chouette aussi, même pour les personnes plus âgées, on va dire. Justement, je voulais revenir sur ce que tu dis. Tu parles du regard et de l'imposition du corps par rapport à la sexualité. On est quand même dans une société ultra médiatisée où finalement, même la femme reste esthétiquement, doit rester au top à n'importe quel âge. Est-ce que ça, c'est un problème que tu rencontres souvent et qui peut être un blocage? Beaucoup en fait, beaucoup de femmes, d'hommes aussi, parce que faut pas croire que les hommes ont confiance en eux et donc l'un et l'autre, je travaille vraiment. Je dirais peut-être que c'est même en individuel, c'est peut-être la base de mes consultations, c'est se réapproprier son corps, se réexplorer ou s'explorer, parce que même parfois, je vais dire, des messieurs ou des dames, les deux, ne se connaissent pas, ne connaissent pas leur corps, ne connaissent pas, n'ont pas fait connaissance. Allez, je vais parler pour mes dames. Souvent, elles n'ont jamais fait connaissance avec leur vulve, elles savent pas comment elle est. Voilà. Donc oui, la confiance en soi et au niveau corporel, ça fait énormément. Je vais dire en soi, on part toujours du principe que au niveau de la société, on doit être, oui, pas filiforme, mais en tout cas rentrer entre guillemets dans des normes. Non, on a des personnes où on va dire qui sont plus, qui ont des formes, mais qui se sentent bien avec leur forme. Moi, je dis toujours, ça augmente la surface de caresse, voilà. C'est vraiment important de se connaître. Il y en a qui ne se connaissent pas, qui n'explorent pas. On a aussi tout ce qui a quand même la chape. On est quand même dans une société où le catholicisme est quand même si on n'est plus autant, je vais dire, aller à l'église. Ça reste un blocage, la religion? Ouais, ça reste un blocage parce que surtout pour certaines générations, le corps c'est sale, la sexualité c'est sale. On peut avoir une sexualité, mais c'est uniquement pour avoir des enfants. Voilà, et donc c'est pas quelque chose oui, ça fait partie du couple et du package couple. Voilà. C'est quelque chose que tu rencontres même dans les couples plus jeunes, les petits trentenaires. Non, ça, je pense qu'ils sont moins dans cette pression-là, mais par contre, je retrouve ça plus dans la génération, on va dire 35-55, le regard des autres aussi, regard de la société, regard des autres. Et si on passe la génération d'au-dessus, là, c'est encore, je trouve encore plus présent parce que au niveau, je fais de la systémique, donc je vais voir au niveau de la famille, mais je vais voir aussi le blason familial au niveau de la sexualité. Et donc, si je prends par exemple les dames ou les messieurs plus âgés, on est, oui, mais c'est sale, oui, mais enfin voilà, on sait que
tout le monde a de la sexualité, mais le catholicisme aussi, et la culture familiale et le blason familial jouent énormément quand même. C'est fou. Et dans les jeunes, est-ce que c'est plus par rapport à un regard des autres, de ce côté performance aussi, peut-être pour les garçons? Ouais, mais là, pour les jeunes, là, la sonnette d'alarme, c'est pas plutôt la religion, c'est plutôt l'éducation au niveau du porno. Et donc là, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire parce que on est quand même. Alors, je dis pas qu'ils sont tous comme ça, très procédurier dans le sens où une intimité, ça se passe avec un peu de préliminaire, puis voilà, on se fait des câlins et tout ça. Et puis pour certains jeunes, la pénétration, c'est ultra important, que ce soit fille ou garçon, alors que je vais dire en soi, la pénétration, c'est la cerise sur le gâteau. Et donc, s'il n'y a pas la cerise sur le gâteau, c'est pas pour ça que le gâteau est pas bon. C'est un peu dans le cliché comme ça. Ouais, on est un peu dans la procédure, mais ça découle quand même des pornos où c'est du cinéma, donc je vais dire en soi. Je dis pas que c'est mauvais d'avoir de la pornographie parce que ça peut être chouette d'introduire de la porno dans un couple et ça, voilà, ça peut donner du fun si tout le monde est ok. Ça met cette procédure où ça remet de la pression et à la fille s'il y a des problèmes de vaginisme parce que l'idée c'est si c'est pas me pénétrer, ben, il va me quitter. Ouais. On est là-dedans. Voilà. Ouais, c'est des fortes croyances. Ouais. Et les garçons, c'est si je ne pénètre pas, si je n'ai pas une éjaculation, ben, je suis peut-être pas un homme complet. Donc il y a des choses à travailler de ce point de vue-là. Ici, pour le moment, j'ai une étudiante, j'ai de la chance d'avoir une étudiante en sexo et je me dis chouette, je me retrouve. Ça doit être ma mission de vie, ça transmettre. Et elle est plus jeune et donc on en parle et effectivement voilà, les réseaux sont chouettes parce que ça permet de libérer la parole, mais il y a quand même beaucoup d'anxiété de performance que ça c'est à tout niveau, hein, je vais dire, surtout pour les hommes quand on a des dysfonctions érectiles. Je travaille aussi sur leur anxiété, le stress, et je dirais même que c'est une des premières choses que je travaille. Par rapport à cette éducation des jeunes, justement, est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais développer j'imagine que c'est important pour toi, vu ton cursus, d'éduquer quelque part les enfants à la sexualité. C'est quelque chose qu'on ne parle pas actuellement pourtant dans les écoles, en tout cas pas beaucoup. Oui, on commence. Bon, maintenant il y a les VRAS et tout ça qui a fait débat. Enfin, on va pas revenir sur on va pas revenir sur les débats. Donc voilà, ça montre bien au niveau de la société, de l'image par rapport. Moi, je pense qu'on devrait développer plus. Et moi, en tout cas, de ce que je retiens de ma partie quand j'étais enseignante. On devrait en parler plus, pas que parler de l'aspect organique ou il faut en parler, je vais dire, éduquer au niveau un vagin, un pénis, de quoi c'est constitué, tout ça, mais c'est voir tout l'aspect autour, l'aspect intimité, l'aspect affection. Je pense qu'il y a des choses à développer, mais peut-être que la société n'est pas encore et l'aspect relationnel aussi, peut-être aussi, c'est quelque chose qui et je dirais communicationnel dans le sens où on devrait avoir des cours comme, je sais pas, en morale où on apprend à communiquer, à aller dans ses émotions, je travaille beaucoup avec une roue d'émotions, moi, à aller clarifier notre émotion pour pouvoir expliquer à l'autre comment on se sent, parce que généralement, expliquer comment on se sent dans son corps, au niveau corporel aussi, aller voir, parce que le corps, il nous parle, hein, donc voilà. Et quand on ne l'écoute pas, il hurle, les douleurs apparaissent. On devrait apprendre, ça pourrait être chouette d'avoir, on a les cours de morale ou des choses comme ça, mais communicationnel, et ça peut servir et dans le couple et avec les amis et au niveau professionnel, mais on n'a pas ça. Donc on part du principe que c'est inné. Et non, tout le monde ne sait pas communiquer, tout le monde ne sait pas identifier les émotions, et donc c'est important. C'est difficile pour les gens de dire je suis en couple. Non, je pense pas. Maintenant, peut-être, ça, il faudrait voir un petit peu avec les jeunes comment ils voient ça, qu'est-ce qu'ils mettent dans le mot couple. On peut être en couple, mais on peut être en couple de différentes manières. Donc il y a la manière entre guillemets, j'ai mes couples plutôt pas classiques, mais plus général, on va dire on est tout le monde sous le même toit et qu'on soit en couple recomposé ou pas.
ok. Maintenant, ça se développe beaucoup, c'est chacun chez soi et puis on passe des bons moments ensemble, qu'on ait des enfants ou pas. Il y a certains couples aussi, même plus jeunes, qui ont chacun chez soi, qui sont vraiment en couple, mariés, mais chacun chez soi, et qui ont les enfants et qui vivent comme ça et ça se passe pas mal. Donc, je pense qu'au fur et à mesure ici des années, le terme couple va un peu, ça évolue un petit peu. On reste un peu dans le carcan encore catholicisme, hein, donc on est quand même dans une société judéo-chrétienne, faut pas, voilà. Donc on reste la majorité comme ça. Les couples, en tout cas, évoluent maintenant. Tout un débat aussi à partir de quand on se considère en couple. Est-ce qu'on est, on peut partir dans les couples libres. Est-ce qu'on peut partir dans les polyamours. Voilà. Il y a beaucoup plus de liberté à ce niveau-là, de ne plus mettre d'étiquette sur ce qu'on est ou. Oui et non. Dans un sens, il y a peut-être sûrement plus de liberté, donc passe mieux en se disant quand on a eu un premier couple et qu'on a divorcé, que voilà, chacun veut garder ses moments en soi et faire voilà. Et en même temps, je pense que ça peut rassurer certaines personnes de se dire on est sous le même toit, on est là pour se soutenir. Et donc, je pense que chacun voit un petit peu sa vision. Donc, c'est important, voilà, même pour les couples qui se reforment mais plus tard. Je pense que c'est un peu comme les jeunes, c'est important de redéfinir c'est quoi pour toi un couple, c'est quoi les valeurs. En fonction des valeurs. Qu'est-ce qu'on met entre guillemets dans le contrat couple. Et ça peut même être un contrat écrit, hein, on met quoi dedans, on a envie de quoi, et pour éviter parce qu'on se dit oui, on se rencontre, on a des affinités, et puis on check pas et puis en fait on se rend compte que après ça va pas parce que on n'est pas dans les mêmes valeurs. Si on revient donc au tout début, donc à la base, donc tu es sexologue. Qu'est-ce qui t'attire dans ce métier? Pourquoi ce métier-là? Pourquoi ce métier-là? Parce que je trouve que c'est un métier déjà passionnant, j'adore. C'est un métier de contact et moi ce que j'adore, c'est accompagner justement que ce soit les personnes ou les couples. Pour qu'ils aient justement une vie relationnelle et et d'intimité plus épanouissante. C'est le contact, c'est le fait. Je pense que j'ai toujours été un peu, même quand j'avais pas la casquette officielle de sexo, même avec mes étudiantes. J'ai toujours été à l'aise avec ça pour parler de sexualité. On en parlait, même ça m'a été reproché par certaines collègues, mais voilà, j'étais assez proche de mes étudiants, de mes étudiantes, et donc c'est quelque chose qui s'est fait naturellement. Et qu'est-ce qui te distingue de ce qu'on appelle maintenant les coachs love? C'est notre cursus, donc j'ai quand même un cursus. Alors je ne dénigre pas chacun, voilà. J'ai quand même un cursus. À la base, je suis infirmière, donc j'ai un cursus paramédical. Puis voilà, je suis retournée à l'ULB. J'ai fait une partie universitaire. J'ai fait différentes formations. Je vais dire en soi, j'ai quand même quelques années derrière moi. Moi, j'ai une reconnaissance dans le sens où je fais partie de la Société des sexologues universitaires de Belgique, qui est reconnue au niveau des mutuelles, et donc il y a un remboursement. C'est pas parce qu'il y a un remboursement qu'il faut venir spécialement chez moi. Mais voilà. Par exemple, l'aspect confidentialité, je suis pas sûre qu'un coach love soit garanti à la confidentialité. Oui, peut-être. Enfin, voilà. Moi, de par mon métier, déjà de base, je suis tenue au secret professionnel, et de par ma fonction de sexologue clinicienne, je suis tenue au secret professionnel. Donc, je vais dire, même en soi, si je dois être convoquée au niveau justice ou autre, je vais dire, j'ai cet aspect-là. Oui, tout ce qui est dit ici reste ici, comme quand je suis un fils. Si je vois que la personne est en danger, ou bien que c'est un mineur ou des choses comme ça, si je dois donner une alerte, suivant... Tu as tes limites dans ta confidentialité, en fait. Oui, en fait, de par le métier, il y a des choses quand même. Si la personne, entre guillemets, est en danger ou des choses comme ça, mais on a l'avantage, comme je suis dans cette association de sexologues, on a un aspect aussi avec quelqu'un qui est dans la justice. On peut avoir un avis de ce point de vue-là en disant est-ce que c'est ok, pas ok. Je veux dire, le principe c'est non, tout ce qui se dit ici reste ici.
Mais si la personne se trouve en danger, on est quand même tenu en tout cas de signaler les choses. Ok. Pour en revenir à ton expérience, Oui. est-ce qu'il y a des cas dont tu es fière d'avoir eu en consultation et tu t'es dit, bah là j'ai servi à quelque chose, que tu veux nous partager? Oui, ben il y a le petit couple là qui est arrivé et qui était en parcours PMA où c'était super compliqué. Et je les ai eu 2 ou 3 séances. Et puis, moi, j'étais super fière quand ils m'ont téléphoné pour dire que madame attendait un enfant et de façon naturelle. Je crois que le fait de venir chez moi, ça a été le feedback parce que je les ai revus encore une fois. Le fait de revenir chez moi, ça a lâché cette pression de vouloir, de se focaliser au niveau absolument avoir un enfant, avoir ce parcours parce que c'est quand même un parcours lourd, psychologiquement et physiquement. Et donc, en fait, ils ont lâché le truc, ils ont lâché l'affaire. Et le fait ça a débloqué une barrière psychologique, je pense. Et puis j'ai un autre couple en tête là où ils vont ça fait 2 ans qu'on a un suivi et ils vont bien et je dirais dans le sens où parce que c'était pas gagné d'avance. Moi je leur dis toujours il y a 50% de chances que vous allez vous séparer, 50% de chances que vous. Je suis pas Madame Irma, j'aimerais bien. Oui, ça fait 2 ans, je vais dire, qu'on a un suivi pas régulier, mais en fait. L'un comme l'autre, maintenant, c'est devenu un jeu. Quand ils voient qu'il y a un petit souci, on va prendre un rendez-vous. Ah ouais. Plus pour. C'est un garde-fou un peu. Ouais. En me disant, je vais le dire à Paul. Voilà. C'est devenu un jeu dans le sens où non là, non, on va aller rechecker, on va aller refaire un reset, on va aller rechecker. Petite mise à jour. Ouais. Pour conclure, est-ce que tu as des petits tips que tu aimerais partager à des couples, un petit peu un secret pour un couple qui dure? Alors, déjà, première chose, c'est un peu faire le blason de leur couple, voir un petit peu ce qui est important pour eux, aller voir au niveau des valeurs, apprendre, mais ça c'est pas inné, mais voilà, s'intéresser à tout ce qui est émotionnel, utiliser des outils comme la roue d'émotion ou autre, pour aller clarifier un petit peu ce qu'on ressent et éviter que le sable s'accumule et que voilà, pouf, ça arrive comme ça sans que l'autre le voit. Donc essayer, et ça on n'apprend pas non plus, aller au niveau corporel, aller au niveau émotionnel, se prendre des moments à deux. Et ça, c'est super important dans le sens où on se perd dans la vie avec les enfants, le boulot et autres. Les activités, c'est très bien, mais des moments à deux, c'est l'idéal. L'idéal, maintenant, il faut voir aussi financièrement. Maintenant, il y a des choses qui ne coûtent rien, mais c'est un moment à deux tous les mois. Un petit week-end à deux, on va dire, 3 fois par an, et idéalement, mais bon, ça c'est pas toujours possible, des vacances à 2 tous les 2 ans. Ah oui. Voilà, l'idée, c'est vraiment se remettre et prendre des rendez-vous. Moi, je leur fais prendre un rendez-vous concrètement, comme on va chez le dentiste ou chez le cardiologue, on bloque un moment pour le couple, parce qu'on met le couple toujours en dernier, et puis après on s'étonne que ça dysfonctionne. Donc prendre le temps. Alors. Prendre le temps pour soi. Un couple, c'est le toi, le moi et le nous. Donc le toi, le moi, il doit avoir des ressources pour aller chercher. On doit, remplir notre sac à dos de ressources, et c'est décider ce qu'on met dans le nous. Donc se remettre un petit peu en priorité. On s'entend bien que la vie fait que on est apparaît plein de choses. Mais le fait de se recentrer et de se remettre à deux, même ne fût-ce que parfois pour juste faire une sieste et se mettre dans les bras de l'un l'autre, mais en tout cas se faire des moments rien qu'à deux. Ça, c'est super important. Le contact, comme tu dis, se prendre dans les bras, c'est important, le contact, le câlin dans un couple. Ouais. Et même, je dirais même le câlin gratuit. Donc, il faut pas se mettre dans les bras de l'un l'autre dans l'idée d'avoir une intimité à deux. C'est vraiment se dire, ok, je me mets dans tes bras et on se pose, et c'est aller dans les sensations, c'est aller dans la douceur de la peau, c'est aller dans la chaleur, c'est un câlin. Bon, il y a tout ce qui est au niveau hormonal. Ça permet aussi un attachement dans le couple, et c'est sécurisant en fait. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur At. Sur At, je fais des visios, je consulte aussi, mais un petit peu moins sur Belleuil, et je suis aussi au niveau de Soigny en milieu hospitalier. Principalement, c'est ici chez moi sur At en privé, et quand même avec mes couples, je peux faire parfois des visios quand c'est vraiment compliqué au niveau, je vais dire professionnel. J'ai déjà fait ça en visio, et ça se passe très bien. Tu as un site internet?
Alors oui, j'ai un site internet, donc c'est kivipolthérapeute.com, je pense. Sinon, vous tapez Kivy Paul, c'est sexologue clinicienne. Enfin, je pense que vous allez me retrouver. Donc. Que tu as des projets ici? Oui, je compte faire des petites soirées sexo, mais j'ai pas encore mis au planning. Mais j'aimerais bien développer différentes soirées sexo pour parler de, pas nécessairement que de la sexualité, mais plutôt des soirées en couple ou... Oui, en couple ou en individuel ou en fonction du thème que tu as. Voilà. Et donc, s'il y a des personnes qui ont des idées de thème, pourquoi pas te les relayer, ouais. Puis on verra ce qui est possible ou pas. Voilà, l'idée, ça c'est pour le moment, c'est ça. C'est un beau projet. Voilà. Et donc, je suis super heureuse de participer à ton podcast. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Merci beaucoup en tout cas, merci pour ta participation. Voilà qui conclut notre conversation captivante avec Paul. J'espère que cet éclairage sur son métier de sexologue, ses motivations, sa clientèle et les moments opportuns pour consulter vous a enrichi et vous a peut-être même encouragé à envisager cette démarche si nécessaire. Si cet épisode vous a intéressé, restez à l'écoute. D'autres explorations de thèmes liés au bien-être sexuel et à l'intimité sont à venir dans les prochains épisodes. Pour ne rien manquer de ces conversations enrichissantes, abonnez-vous à Côté Canap. Vos commentaires et suggestions sont toujours les bienvenus. Je remercie chaleureusement Paul pour sa participation et à vous de nous écouter de plus en plus nombreux sur votre plateforme d'écoute préférée. À très bientôt pour un nouvel épisode de Côté Canap.